pour moi aujourd'hui. Donc, comme ça ici. Ça fonctionne. Yeah! Et voilà. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai choisi de vous parler, dans le fond, de l'attachement et ses impacts dans le suivi auprès de la clientèle présentant un trouble de personnalité parce qu'en fait, ça touche à peu près tout intervenant qui intervient auprès de cette clientèle-là, dans le fond, à n'importe quel niveau de sévérité, mais aussi de soins de service. Donc, j'y vais tout simplement aujourd'hui, puis en espérant là, que ça pourra animer une réflexion dans votre pratique. Donc, les objectifs de la présentation, être en mesure de reconnaître et mieux interpréter les manifestations de l'attachement en suivi, puis d'identifier quelques pistes d'intervention qui tiennent compte des enjeux de l'attachement puis qui sont cohérentes aussi là, avec les bonnes pratiques. Alors, pourquoi parler d'attachement et de troubles de personnalité? En fait, souvent, deux des principales cibles qu'on va viser lorsqu'on travaille avec cette clientèle-là, c'est vraiment la régulation émotionnelle puis l'amélioration des liens. Puis on sait maintenant, dans le fond, que si on travaille la régulation émotionnelle, si on travaille l'amélioration des liens, ça va avoir un impact finalement sur le style d'attachement. La personne va se sentir davantage en sécurité et va pouvoir mieux se réguler, avoir de meilleurs liens. Et si on fait des interventions qui sont sensibles au style d'attachement, on sait que ça va nous aider, à l'inverse, à atteindre nos objectifs de régulation émotionnelle avec la clientèle. Donc, il y a plusieurs études qui ont mis ça en évidence, mais entre autres, il y a une méta-analyse là, qui montre que plus l'attachement est sécurisant, meilleur est le pronostic de traitement. Dans la population non clinique adulte, il y a quand même 58 de la population qui aura un attachement sécure. Fait que c'est quand même bien. 23 auraient un attachement évitant, puis 19 auraient un attachement anxieux ambivalent. Grosso modo, c'est quoi l'attachement? C'est une réaction qui est d'abord biologique, fait que ça, il faut le garder en tête, qui a une fonction de survie de l'être humain, dans le sens où quand la mère s'attache à son enfant, elle voit ses besoins, elle voit son développement, puis elle voit aussi à le protéger contre les dangers. Et cette notion-là d'attachement va également être influencée selon que l'environnement est vécu comme sécuritaire ou menaçant. Donc, pourquoi tenir compte de l'attachement? Dans le fond, ça a été dit par plein d'auteurs d'une façon différente. Donc, le rétablissement ne peut prendre place avec cette clientèle-là que dans un contexte relationnel. Il ne peut pas survenir dans l'isolement. Donc, ça, quand on a ça en tête, ce que ça nous dit, c'est que le traitement, peu importe le type d'intervention, doit se faire dans une relation. Sauf que l'attachement est nécessairement présent lorsqu'il y a une relation, donc va nécessairement être activé. Il va être activé quand? Surtout quand il y a perception de menace, donc début et fin de relation, quand il y a une période d'incertitude ou de précarité, pas nécessairement en lien avec le suivi, mais juste dans la situation de vie de la personne. Puis lorsqu'il y a des dynamiques relationnelles de l'enfance qui se rejouent, moi j'appelle ça un peu comme si le passé s'invite dans le présent. Donc, le système d'activation secondaire d'attachement va s'activer autant chez l'intervenant que chez l'individu. Souvent, on a vraiment en tête le client, mais le nôtre aussi peut aussi également être activé. Puis là, ça peut être un peu une danse de un peu trop proche, un peu trop loin. C'est quoi la bonne distance qu'on garde entre nous pour se sentir en sécurité, puis pour avancer dans les objectifs. Donc, évidemment, ça peut contribuer à l'évolution positive ou négative du suivi. Puis, quand l'attachement est activé, dans le fond, par la menace qui est perçue, bien, on sait que ça diminue les capacités réflexives, puis que ça va entraîner plus de réactions qu'on appelle automatisées ou rigides. Dans le fond, c'est comme si c'est les réflexes de survie du passé qui vont venir un petit peu s'inviter là, dans le suivi. Donc, si on revient à des concepts de base de l'attachement pour avoir un peu en tête les mêmes choses, dans le fond, tantôt, j'ai pris la peine de dire que c'est d'abord biologique. Il faut vraiment l'avoir en tête parce que c'est à notre insu, tout ça, ça se passe. Ça ne peut pas ne pas se passer. Donc, il y a, lors de l'attachement, les hormones du plaisir qui sont sécrétées
oxytocine et dopamine qui sont libérées. Puis dans tout ce qui concerne les soins et tout ce qui concerne, dans le fond, les soins maternels, mais aussi tout ce qui concerne la survie. Donc, naissance, les soins maternels, activité sexuelle, même les jeux d'enfants. Puis ces hormones-là, c'est ça qui va venir, dans le fond, faire le lien, le bonding entre le parent et l'enfant. C'est prouvé que lorsqu'elles sont libérées, ça augmente l'empathie, ça augmente la collaboration, puis ça augmente la capacité à explorer, donc à se développer. Et l'hormone de la peur, donc le cortisol, lors des situations de menaces perçues ou vécues, le cortisol, lui, fait l'inverse. Il augmente la méfiance, augmente les comportements prudents, diminue les comportements d'exploration, puis a vraiment un effet freinant sur les processus d'apprentissage puis les habiletés sociales. Donc, selon les contextes, ces deux hormones seront activées pour permettre l'adaptation et la survie. Donc, cette danse-là, elle existe qu'on le veuille ou non. L'attachement se développe dans un environnement. Fait qu'évidemment que ça, on aurait pu choisir plusieurs façons de vous présenter. J'ai choisi cette façon-là, mais vous pourrez aller l'explorer là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, qu'est-ce qui peut influencer que l'attachement va être sécure ou non? La contingence ou le timing. Fait qu'est-ce que le parent offre des soins dans un timing adéquat? Donc, pas dans l'immédiateté nécessairement. Puis, une bonne contingence va permettre à l'enfant finalement de sentir qu'il peut agir sur son environnement. Donc, je pleure, quelqu'un vient, je suis nourrie. La congruence, est-ce que le parent va être en accordage affectif avec l'enfant? Est-ce qu'il arrive à bien décoder, refléter les émotions de l'enfant? Puis c'est comme un peu la vision de soi à travers les yeux du parent. Donc, si le parent n'est pas si bon que ça pour décoder les émotions de son enfant, puis qui lui reflète de la colère alors que l'enfant est triste, on voit tout de suite qu'est-ce que ça peut créer, dans le fond, comme impact pour l'enfant. Le marquage, donc la capacité du parent à accentuer l'émotion, puis va l'aider va permettre à l'enfant de différencier son émotion de celle des autres. Et enfin, le mirroring parental, le parent qui est vraiment intéressé, curieux à son enfant, va lui transmettre en fait cet intérêt-là par rapport à ses propres états mentaux et lui permettre là, de s'y intéresser par la suite. Donc, les styles d'attachement, encore là, on pourrait passer vraiment longtemps, mais rapidement, un parent qui réagit directement, qui est soutenant, qui est sensible, qui est stable, va souvent avoir un enfant qui va développer sa confiance, sa sécurité, apprendre à se faire confiance, indépendance et autonomie. Fait que ça, on appelle ça vraiment l'attachement sécure. Et il y a un évitement faible et une anxiété faible lorsqu'on est dans un attachement sécure. À votre gauche en haut, si un parent est incohérent, parfois il vient pas, parfois indifférent, parfois sensible, bien, ça va créer comme de l'insécurité pour l'enfant, sentiment d'abandon, de l'impulsivité, puis peut-être des comportements assez forts pour rechercher, dans le fond, la réponse du parent. Si on se tourne vers le côté droit en bas, nous avons l'attachement détaché ou évitant. Dans cet attachement-là, le parent, il est distant, il réagit peu, il peut être rejetant, critique. Puis l'enfant, il va tout simplement apprendre à s'organiser. Il va nier son besoin d'être en relation. Il va s'habituer au rejet, puis il va développer évidemment là, une estime, une dévalorisation de soi. Et à droite, dans le fond, nous avons l'attachement préoccupé ou désorganisé. Là, c'est vraiment un parent qui peut avoir plus de son, plus de lumière, qui peut être excessif, imprévisible, très centré sur lui. L'enfant va rechercher la sécurité, mais chez des inconnus, souvent va avoir une faible estime de soi, puis va avoir vraiment de la dysrégulation émotionnelle, là. Fait qu'on voit vraiment là, avec ce schéma-là, moi je l'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment l'évitement en haut, en bas, l'anxiété qui peut être élevée ou faible. Puis ça peut nous guider un peu sur comment on peut analyser le style d'attachement de la personne puis comment on peut intervenir. Fait que, grosso modo, dans le fond, l'attachement ambivalent anxieux, c'est la personne qui tend à rechercher la proximité puis qui va faire tout en son pouvoir pour le communiquer ce besoin-là. J'ai besoin de toi, je ne veux pas être seule. L'attachement évitant détaché, c'est que la personne tend à nier son besoin de relation pour pas souffrir du rejet puis du manque affectif. Puis l'attachement désorganisé, la personne n'a juste pas de stratégie puis alterne entre une grande détresse et un détachement. Fait que c'est très
grossier, mais en gros, ça ressemble à ça. J'ai choisi de vous présenter deux situations cliniques, un peu pour vous mettre en lumière comment ça se déploie dans la clinique. Évidemment que ça ne sera pas exactement toujours de cette façon-là, puis que la réalité est beaucoup plus nuancée et pas toujours aussi un attachement anxieux ambivalent ou un attachement détaché. Ça peut parfois être plus en mouvance que ça, mais j'ai choisi deux situations qui, je pense, mettent en lumière certains concepts d'intervention qui sont intéressants là, pour travailler avec, en tenant compte des principes d'attachement. Donc, je vous présente Madame A, une femme de 50 ans, historique important d'hospitalisation et de tentative de suicide, se présente ensuite avec une grande colère envers les soignants. Elle explique avec force plusieurs moments où elle a été hospitalisée contre son gré. En rencontre, elle met de l'avant des idées suicidaires qui demeurent envahissantes, puis un discours vraiment peu rassurant. Elle est habitée par un doute de soi, puis particulièrement de ne pas être capable de gérer sa détresse. Les manifestations de détresse et de colère ont pour effet d'activer évidemment les gens autour. Donc, autant le personnel soignant que l'entourage vont alterner entre une prise en charge ou des réactions assez toniques, parfois réactives, lorsque Madame exprime elle-même ses émotions avec force. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Madame A? Idéalement, ce qu'on vise, c'est d'entendre sans entrer dans la panique avec Madame. Fait que, tu sais, vraiment, un trouble d'attachement anxieux, ça le dit, là, il y a beaucoup d'anxiété. Donc, la panique est, est au devant, puis c'est pas si facile de départager le réel danger du sentiment de panique de la personne. On va essayer justement de cibler l'exercice avec elle, qu'elle apprenne à s'évaluer, à se mettre en sécurité, parce que ces radars-là, c'est comme si le piton de la peur est resté un peu collé. Fait que cette compétence-là n'est pas acquise. On va essayer de démontrer notre intérêt, notre engagement, l'aider à se faire comprendre autrement que dans la panique et la colère, parce que ça entretient évidemment l'invalidation et le doute d'elle-même. Et on va éviter des positions polarisées. Donc, si possible, on va essayer que Madame se rende à l'hôpital par elle-même. On va éviter les démarches à faire pour elle. On va recadrer ou mettre le corps, mais en essayant que ça ne soit pas réactif nous-mêmes à l'expression des émotions de Madame. Fait que c'est sûr que pour Madame A, dans le fond, elle a réussi au final dans le suivi à être capable de se penser elle-même, de se réfléchir elle-même lorsqu'elle ressent de la panique, dans le fond. Là, je panique, mais est-ce que c'est paniquant ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour me sécuriser? Puis tranquillement, il a fallu qu'elle dose sur comment, quand elle veut se sentir proche des personnes autour d'elle, elle peut se faire comprendre autrement qu'en pesant très, très fort sur des émotions très fortes comme la colère ou la peur. Fait que voilà pour Madame A. Si on va avec un autre portrait totalement, Madame M, qui est plus un attachement évitant détaché, alors je vous parle d'une femme de 40 ans, mère de 3 enfants, en couple avec le père, historique de tentative de suicide suite à des moments où elle ressent ne pas être importante pour ses proches, tendance à s'isoler, à adopter des stratégies de reprise de contrôle, notamment dans l'alimentation. Puis en suivi, attitude très conciliante, remercie, acquiesce, semble rechercher les conseils, ce qui laisse croire un profil assez dépendant. En groupe, parce que c'est une dame qui était dans un programme qui incluait du groupe, rassure les autres, complimente, se livre peu. Donc au départ, moi j'ai pensé c'est un attachement plus anxieux. Elle veut être proche de moi, elle veut, je sentais quelque chose, mais dans le fond, j'avais tout faux. C'est comme si l'attitude relationnelle conciliante, à ce moment-là, pour cette cliente-là, ça servait davantage à éviter les critiques. Donc, un peu dans le profil détaché, c'est comme si je veux éviter la critique du parent. Donc, je fais tout en mon pouvoir pour ne pas la recevoir. Fait que c'était difficile vraiment d'avoir finalement une vraie connexion avec Madame, difficile pour elle de se livrer. Et Madame a terminé le suivi de groupe là, en quittant impulsivement au milieu de séance avec agressivité. Puis quand on l'a revue avec elle, c'est comme si quand elle est rentrée dans la séance, elle a senti que je ne l'ai pas suivi. Et après ça, il y a eu un moment où on ne lui a pas accordé la parole et là, elle s'est levée.
Et quand on l'a essayé de le réfléchir ensemble, c'était comme si pour elle, elle avait été en contact avec son attachement, puis ça lui prouvait qu'elle avait besoin de s'éloigner, que c'était pas la bonne chose d'essayer de se rapprocher des gens. Fait que c'est quoi le constat derrière ça? C'est l'importance de pas minimiser ce qui se vit dans la fin du suivi. Hein? Fait qu'il se passait quelque chose pour elle. C'était vraiment une cliente qui était restée dans la méfiance. Puis la méfiance était beaucoup plus importante. Puis souvent pour les clients plus dans un attachement détaché, quand ils sont en contact avec leur attachement, là, ouf, c'est paniquant. Puis là, il va y avoir plus de réactions défensives. Fait que voilà pour Madame M, tableau totalement différent de Madame A. Donc, si on y va plus, est-ce que je suis encore correcte, Marie-Christelle, sur le temps? Je suis Absolument. Tu as encore OK. un gros 5 à 8 minutes de disponible. Parfait. Je devrais être bonne. Donc, comment ça se passe, l'activation de l'attachement dans le suivi? Inévitablement, la biologie responsable des systèmes d'attachement sera activée dans leur relation avec l'intervenant. Ce n'est pas une question de motivation et d'ouverture, hein, parce que souvent, nous-mêmes, on est pris, puis on a l'impression que le client, il agit quelque chose qui peut être vrai aussi. Là. Un ne vaccine pas contre l'autre, mais il faut comprendre qu'il y a quand même quelque chose de biologique qui se passe, qui est un peu à notre insu. Surtout quand il y a une perception de menace. Peux-tu me fier? Je peux-tu pas me fier? Vas-tu m'abandonner? C'est un suivi. Quand mon suivi va se terminer, je vais me ramasser tout seul. C'est tout ça qui peut être dans l'arrière pensée des gens, ou même pas à leur conscience. Fait que l'objectif, c'est justement de rendre à notre conscience, et si possible, à celle de la personne, ce qui se joue dans la relation. Les personnes ayant un attachement anxieux vont tendre à être suractivées dans leurs émotions afin de communiquer leurs besoins. Donc, pour eux, c'est comme si c'est jamais assez proche. Puis les personnes ayant un attachement plus évitant, pour eux, c'est comme si c'est jamais assez loin. Les personnes ayant un attachement désorganisé n'ont pas vraiment de stratégie parce qu'il n'y a aucune stratégie qui a vraiment fonctionné dans leur enfance. Fait que souvent, ça donne des réactions très figées, rigides, incohérentes. Puis souvent, c'est un peu de la confusion puis de la terreur. Là. Il alterne entre les deux états. Donc, c'est quoi les principes à favoriser? Prévisibilité dans le cadre du suivi, dans les attentes, la gestion des situations de crise, puis tout ça, ce que ça vise, c'est augmenter le sentiment de sécurité. Fait que c'est ça notre trame de fond. On veut augmenter le sentiment de sécurité pour la personne, tenir compte de l'hypersensibilité, même si elle n'est pas âgée sous un mode vulnérable, prenez pour acquis qu'elle est là. Elle est plus souvent là que l'inverse. Parce que pour le dévoilement de la vulnérabilité, parfois un défi pour certaines personnes, donc on peut ne pas s'en rendre compte. Les interventions de clarification et de validation sont importantes pour l'établissement de l'alliance. Donc, pas rien prendre pour acquis parce que c'est écrit dans le dossier. On veut avoir la version du client parce que c'est un peu le mode comme on disait tantôt, on s'intéresse aux états mentaux de la personne, elle va finir par s'intéresser aux siens. Prendre les opportunités pour mettre des mots sur ce que la personne vit avec nous, rendre implicite ce qui est implicite, donc ce qu'on sent. On veut porter attention, début et fin de suivi, on veut normaliser la période visant à apprendre et à se connaître et à travailler ensemble. Donc, on ne se connaît pas, comment on va faire ça? Parler des suivis antérieurs, quels ont été les points d'ancrage, qu'est-ce qui semble avoir fonctionné, puis les motifs de fin. Donc, qu'est-ce qui a amené les fins précipitées surtout. Expliciter la façon de se communiquer, de se décoder l'un l'autre. Donc, comment je vais m'en rendre compte si notre suivi va bien, si notre suivi va pas bien. Prévoir dans le plan d'intervention la possibilité de rencontres pairs qui ont pour objectif de discuter d'enjeux importants qui mettent le suivi à risque ou lorsqu'il y a une fin abrupte ou un acte ignoble. L'idée, c'est que dès le départ, on annonce, ça se peut qu'à un moment donné, le suivi soit à risque. On a cette possibilité-là de s'en parler. C'est important de s'en parler. Puis même de rappeler après une fin abrupte, de dire, écoutez, venez au moins une fois pour qu'on puisse se dire ce qui s'est passé ensemble, annoncer une fin prévisible et d'avance et évidemment ne pas minimiser là, ce que la fin de la relation, qu'est-ce que ça a comme impact pour la personne.
Dans les situations de crise, inévitable que le système d'attachement sera activé car il y a perception de menace. Fait que ça, c'est vrai tout le temps. Donc, puis ça peut être même vrai pour nous, c'est-à-dire que si je crains d'avoir une plainte, si je crains d'un acting out, si je crains que le client identifie mon auto dans le stationnement, c'est aussi mon système d'attachement qui va être activé si moi j'ai une perception de menace. Prévoir un plan de crise, l'expliciter, puis les situations à risque possible, faire un retour par la suite, se réajuster et réexpliciter le plan de crise. Et surtout, soutenir l'évaluation du danger et de la menace. C'est comme si cette compétence-là, le vraiment prendre pour acquis, elle n'est pas acquise. Ils ne savent pas quand est-ce que je suis vraiment en danger, quand est-ce que c'est ma peur, quand est-ce... Fait que tout de soutenir comment ils peuvent s'évaluer puis se protéger, c'est une part importante là, de l'intervention qu'on peut faire avec les clients puis qui vont avoir un impact sur le sentiment de sécurité puis sur l'attachement. Porter attention au bris de confiance dans le suivi ou des accordages avec la personne, donc rendez-vous manqués par la personne pour nous, les refus dans le suivi, intervenants moins disponibles dans le temps ou dans la disposition émotionnelle. Tu sais, le dernier rendez-vous, là, où on est fatigué puis on est enrhumé, ben, tu sais, ça se peut que le client sente quelque chose puis ça vaille la peine, dans le fond, d'expliciter pour aider la personne à décoder correctement qu'est-ce qui était en train de se passer là, dans notre rencontre. Difficulté à s'entendre sur les objectifs ou les moyens dans le plan d'intervention. On le voit souvent, là, quand les gens ont grand besoin de ventilation, puis là, nous, on est mal pris parce qu'on veut mettre de l'avant un plan d'intervention, on ne s'entend pas. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Fait que ça aussi, il faut porter attention à ça. Non-respect du cadre de la personne. Puis quand on fait une erreur aussi, ça peut être un oubli de rendez-vous, mais un oubli de remplir un formulaire ou quoi que ce soit qui soit en lien avec le suivi. En rafale, lorsque le système d'attachement de l'intervenant et de la personne s'entrechoque, être attentif à son propre système d'attachement, tolérer ses propres affects et ceux de la personne. Le lien de confiance ne peut s'établir sans une certaine tolérance du système d'attachement qui s'active. C'est comme inévitable un peu, là. Être attentif lorsque la personne vit du clivage envers les professionnels. Attention, évidemment, à ne pas y contribuer. Possible que la personne cherche de la réassurance dans votre réponse ou une preuve visant à confirmer sa méfiance. C'est quelque chose qui se passe, qui fait partie de ces difficultés. Attention à l'interprétation des comportements et attitudes de la personne. Il n'est pas motivé, elle teste le corps. Appliquer le principe de l'effort raisonnable pour aider la personne, éviter d'en faire trop longtemps sans mobilisation, puis éviter la cessation du suivi trop rapidement. Portez attention au moment où vous dépassez le cadre ou que vous en faites beaucoup pour ensuite cesser. Fait que ça, on se connaît, là. Fait que quand vous ne vous voyez pas pareil comme d'habitude, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Puis évidemment, ben, donnez-vous des moments de recul, supervision, soutien entre pairs, intervision. Fait que voilà, en espérant là, que ça a répondu à certaines de vos questions, puis je vous souhaite une belle fin de présentation éco aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphanie. Super intéressant.